Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous aimez les serial killers? Ok. Bon. Je vous préviens, l'épisode va être assez sordide, pour pas dire un peu crade. Aujourd'hui, je vous emmène donc dans le Londres de la fin du 19e siècle, quand l'Angleterre est la première puissance mondiale avec la reine Victoria au pouvoir. Une époque qu'on appelle logiquement l'époque victorienne. Londres est alors la métropole la plus peuplée du monde, la capitale de la première puissance industrielle du monde et du plus grand empire colonial du monde. Une ville moderne, très riche et puissante Du monde. La plupart des monuments que nous connaissons bien de Londres datent d'ailleurs de cette époque. Big Ben par exemple. Mais cette prospérité a son côté obscur. Une masse de pauvres et d'immigrés récents, irlandais et juifs notamment, qui s'entassent dans des quartiers miséreux, insalubres et dangereux. À Londres, c'est dans l'East End. On dit que le vent y emmène les fumées des usines alors que la partie ouest, le West End, c'est-à-dire les quartiers riches, bénéficie d'un air plus sain. Et oui, parce que les usines, ce n'est pas ce qui manque à Londres comme dans le reste de l'Angleterre, le pays qui est quand même à l'origine de la révolution industrielle. À l'époque, il n'y a pas vraiment de normes anti-pollution. Les machines qui fonctionnent au charbon rejettent allègrement toute leur fumée et les particules de charbon, plus lourdes que l'air, retombent sur le sol et les façades des maisons, noircissant tout, y compris les poumons des Londoniens. Avec l'humidité de la Tamise, le fleuve qui traverse Londres, et cette pollution, les quartiers ouvriers sont plongés dans un smog. Une brume épaisse, quasi permanente, qui empêche de distinguer à plus d'une dizaine de mètres. Oui, le fameux smog qu'on retrouve maintenant dans certaines très grandes villes polluées. Bref, vous voyez bien le décor, quoi. Dans ces quartiers miséreux, protégés par cette brume de pollution, va sévir celui qui va créer le concept de serial killer. J'ai nommé Jack l'Éventreur. Tout commence le 31 août 1888, quand une prostituée londonienne du nom de Mary Ann Nichols, que la misère a poussée à vendre son corps, est retrouvée assassinée dans le quartier de Whitechapel. Jusque-là, rien de très surprenant. En effet, les prostituées sont légion dans le coin, 1200 selon un décompte de l'époque, et il s'agit de femmes isolées, mères célibataires, ouvrières, ne pouvant plus travailler, etc. Pour résumer, des cibles idéales, dont l'insécurité est le quotidien, et à qui il arrive souvent malheur. Quant à Whitechapel, ce quartier où règne la misère et l'alcoolisme, il vaut mieux ne pas trop y traîner tard la nuit. Et à vrai dire, même de jour. C'est un vrai labyrinthe où l'on trouve des pubs, ce qui est plutôt sympa, mais aussi des ivrognes dangereux. Ce qui est moins sympa. D'ailleurs, on peut aussi y trouver des maisons où l'on peut louer un lit pour une nuit si l'on n'est pas trop regardant sur l'hygiène dans un quartier sans égout ni caniveau. En soi, ce meurtre dans un quartier où on disparaît facilement en cas de mauvaise rencontre n'est donc pas très original. Ce qui l'est en revanche, c'est que la malheureuse a été égorgée et que son ventre a été ouvert avec un long couteau. Il y a toutes sortes de dingues dans le quartier, mais des découpeurs de ventre bizarrement assez peu. Alors je vous préviens tout de suite, la suite de la vidéo, elle peut être un poil hard niveau détail. À la morgue, on découvre que les organes génitaux de la malheureuse ont été aussi lacérés avec plusieurs coups violents. Une semaine plus tard, une autre femme, Annie Chapman, est retrouvée morte à proximité du lieu du premier crime. Elle aussi a été tuée avec un long couteau et ouverte de la même façon, c'est-à-dire éventrée. Comme pour la première, j'ai oublié de vous mentionner ce petit détail, certains de ces organes manquent. Le vagin, l'utérus et la vessie ont été prélevés. La police, au départ, ne se préoccupe pas trop de la mort de prostituées à Whitechapel, mais commence à se dire qu'il y a peut-être un tueur en série en action. Alors bien sûr, les tueurs en série, ça existait déjà par le passé. En France, on pense directement au fameux Gilles de Rais, le compagnon de route de Jeanne d'Arc. Mais ici, la grande nouveauté apportée par cette histoire, c'est l'utilisation de la presse. À la fin du 19e siècle, la presse est de plus en plus lue. Les journaux sont très peu chers, le niveau d'instruction n'a cessé de progresser, et les progrès techniques permettent désormais des tirages très importants. La presse cherche toujours des histoires croustillantes ou effrayantes pour faire vendre leurs journaux, et avec Jack l'Éventreur, on comprend qu'elle a touché le gros lot. The Star par exemple, un journal du soir qui vient juste d'être fondé, voit ses ventes multipliées par 10. The Illustrated Police News, le premier des magazines exclusivement consacrés aux affaires criminelles, propose chaque semaine un résumé de l'enquête en images. Même le journal de référence, le Times, s'y intéresse. Sans la presse et le rôle qu'elle va jouer dans cette affaire, il est fort à parier que nous ne connaîtrions pas cette histoire qui aurait été oubliée de tous. Le meurtrier est d'ailleurs bien conscient de l'importance des médias. Il envoie une lettre le 27 septembre à un journal de Londres. Elle est en caractère rouge, car écrite avec du sang. Le gars a le goût de la mise en scène, on peut pas le nier, mais ça reste quand même hyper creepy. Dans le courrier, il se moque de la police qui n'arrive pas à l'arrêter. Il dit qu'il aime son métier et qu'il recommencera bientôt. Il promet d'ailleurs la prochaine fois de couper les oreilles de la victime pour les envoyer à la police.
La lettre est surtout signée Jack l'Éventreur. La police encourage la publication de la lettre dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître l'écriture. La presse relate ensuite les différents meurtres et commence à échafauder des hypothèses. On prétend que l'utilisation d'un long couteau est le propre d'un boucher, voire d'un médecin pour la précision des découpes d'organes. En tout cas, la description des crimes fait vendre du papier, et les journaux n'hésitent pas à tout décrire en détail. Jack l'Éventreur devient très vite célèbre. Comme quoi l'influence néfaste de certains médias, ça date pas d'aujourd'hui. 3 jours plus tard, le 30 septembre, 2 autres femmes, peut-être prostituées mais on ne sait pas vraiment, sont retrouvées mortes. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Elles ont été tuées à une quinzaine de minutes d'intervalle. Catherine Eddowes, dont le visage a été horriblement balafré, s'est fait découper une de ses oreilles, son nez et un de ses reins. Le 1er octobre, une nouvelle lettre parvient au même journal de Londres que la précédente. Plus courte, toujours signée Jack l'Éventreur, elle se réjouit du double meurtre de la nuit et le meurtrier regrette de ne pas avoir eu le temps de découper, comme promis, les 2 oreilles pour la police. On convoque alors des experts en écriture qui pensent qu'il s'agit du même auteur. Le 16 octobre, une 3e lettre arrive. Elle est plus contestée que les précédentes car l'écriture est différente, elle parvient à la police et pas au journal habituel, et elle est adressée, je cite, « depuis l'enfer ». D'où le titre du film From Hell avec Johnny Depp qui revient sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Cette lettre, elle contient en tout cas un morceau de rein humain qu'il est impossible selon les moyens techniques de l'époque d'attribuer à une des victimes. Pour les experts et les analyses ADN, il va falloir attendre encore un petit siècle, donc de ce côté-là, pas vraiment de chance. On sait pas non plus si la lettre est vraiment de Jack, puisque les graphologues n'arrivent pas à s'entendre sur le sujet. Quant à l'autre morceau de rein, il écrit, l'auteur, « Je l'ai frit et mangé, c'était très bon ». Le 5 novembre 1888, un 5e meurtre s'ajoute au précédent. Toujours une femme, Mary Kelly, mais avec 2 nouveautés. Elle n'a que 25 ans alors que les autres victimes avaient la quarantaine et surtout elle est retrouvée morte chez elle, et non pas dans la rue comme pour les précédents crimes. Visiblement, puisqu'il n'était pas à la merci du premier policier, Jack l'Éventreur a pris son temps. Et là aussi, il y a des photos, mais clairement, je les mettrai pas. Voilà. Je me contenterai de vous décrire la scène, et honnêtement, je sais pas ce qui est le mieux pour vous, vu la puissance de notre cerveau, quand il s'agit d'imaginer des trucs pas vraiment jojo. Les vêtements de la victime ont été pliés avec soin sur une chaise, tout comme ses livres alignés près du feu. Comme les autres, elle a été éventrée, et ses organes placés tout autour de la pièce. Les intestins ont été projetés autour du lit. Les bras sont séparés du corps, un sein a été placé sous la tête de la victime tandis que le second est placé sous son pied gauche. Son visage a été lacéré. Au moment où la presse relate ce meurtre sordide, Jack l'Éventreur est déjà connu dans le monde entier. 160 journaux du Mexique à l'Australie décrivent ces crimes. Même la reine Victoria montre un grand intérêt pour ce sujet et ne cesse de presser la police pour que ce criminel soit arrêté au plus tôt. C'est un peu Plus belle la vie version gore, quoi. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la police patauge un peu. Déjà, on ne sait pas vraiment le nombre exact de victimes à attribuer à Jack l'Éventreur. Officiellement, il y en a 5, les 5 canoniques comme on les appelle. Mais selon les journaux et certains policiers, il y en aurait davantage. Peut-être 11 ou 13. L'enquête est compliquée dans un quartier où la violence est quotidienne. Après avoir été confiée aux responsables de la police municipale de Whitechapel, elle est vite transférée à Scotland Yard. Les enquêteurs réussissent à interroger 2000 personnes, dont des témoins qui prétendent avoir vu les victimes avec un homme mystérieux avant leur mort. Le problème, c'est la description de cet homme que les témoins en font. Certains en ont vu un très grand, d'autres plutôt petit, avec une moustache, sans, portant un chapeau à la Sherlock Holmes et bien habillé, ou en guenille façon consommateur de drogue. Bref, on est bien avancé, et les enquêteurs suivent sans succès les pistes des docteurs, bouchers et marins de passage. 80 000 prospectus sont distribués pour obtenir une information sur cette affaire, et on utilise même des chiens renifleurs. Le médecin légiste de la police, Thomas Bond, fait ainsi le portrait psychologique de Jack, qu'il considère comme être un homme solitaire sujet à des crises de manie meurtrière et érotique. C'est le plus ancien document de profilage de l'histoire, mais comme les autres enquêtes, il n'aboutit à rien. La police est désespérée. Des policiers se déguisent même en femmes et se mêlent aux prostituées pour attirer le criminel. Bien évidemment, sans succès. La presse en rajoute et n'hésite pas à critiquer cette police que l'on juge incapable de protéger les habitants. Pourtant, Scotland Yard ne ménage pas ses efforts. 300 nouvelles personnes sont interrogées, dont 76 bouchers, équarrisseurs et médecins. Plus de 80 suspects sont arrêtés. Il faut agir vite, car la paranoïa gagne la population.
À Whitechapel, un comité de vigilance fait des rondes de nuit et désigne à la police toute personne jugée suspecte. C'est le temps de la paranoïa et des boucs émissaires. On ne peut imaginer un Anglais derrière ces crimes horribles. Et donc, logiquement, on accuse les immigrés et en particulier les 80 000 juifs venus d'Europe centrale pour fuir les pogroms, les répressions. Plusieurs échappent d'ailleurs de peu au lynchage. Suite à des soupçons publics colportés par la presse, la police interroge un certain John Pitzer, cordonnier juif à Whitechapel, surnommé Tablier de cuir. Il est un immigré polonais. Mais ni lui ni les autres suspects ne correspondent au profil de Jack. Les graffitis antisémites commencent à recouvrir les murs et la police ainsi que les journaux reçoivent des milliers de lettres pour dénoncer une connaissance, un voisin ou proposer des services pour aider l'enquête. Jack l'Éventreur cesse de tuer après sa 5e victime officielle, Mary Jane Kelly, le 9 novembre 1888. Et on ne sait pas pourquoi il s'arrête comme ça, et d'ailleurs on ne sait pas non plus qui il était. On ne compte plus les livres qui prétendent connaître enfin la vérité en avançant le nom d'un coupable. Jack l'Éventreur a ainsi été un membre de la famille royale, le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, qui aurait fréquenté des prostituées à Whitechapel. Ou bien le chirurgien de la reine, Sir William Gull, qui aurait assassiné ses femmes pour protéger la réputation de la famille royale. Ou James Maybrick, négociant de Liverpool, qui s'accusait des meurtres dans son journal intime retrouvé en 1991. Ou encore Walter Sickert, célèbre peintre torturé de l'ère victorienne, ou John McCarthy, propriétaire foncier qui avait hébergé des prostituées, dont la dernière victime, Mary Kelly. Ou même une femme, il y a même une hypothèse d'une Jackie l'Éventreuse. Ce qui fait quand même très titre de porno, j'avoue, mais bon, pour conclure, on n'en sait rien, on ne sait pas qui c'était. Et la dernière révélation en date, elle date de mars 2019, où ça y est, on aurait trouvé l'identité du criminel, Aaron Kominski, un juif immigré polonais qui avait de graves problèmes psychiatriques. Et d'ailleurs, la science l'aurait confirmé, une analyse ADN sur un châle taché de sang et de sperme aurait été trouvée près de la 4e victime, Catherine Eddowes, et celui des descendants de Kominski aurait matché avec cet ADN. La police avait d'ailleurs suspecté ce barbier et l'avait interrogé, mais faute de preuves l'avait relâché. Mais la faille là-dedans, c'est que cet ADN, il est plutôt ancien et fragile. Le châle, lui, il est d'origine douteuse, et tellement de gens l'ont tripoté que les traces, elles ont pu être modifiées. Et puis en plus de ça, la méthodologie scientifique a été utilisée pour les analyses du châle, elle est très critiquée. Aaron Kosminski, quant à lui, est mort 30 ans après les faits, en 1919, alors qu'il était interné dans un asile pour schizophrénie. Une autre piste bancale donc. Saura-t-on un jour avec certitude qui était Jack l'Éventreur ? Probablement pas. Mais le personnage continue en tout cas de fasciner et de trouver sa place dans la culture populaire puisqu'il a inspiré un nombre colossal de livres, de BD, de jeux vidéo, de séries, d'opéras, de films et bien d'autres. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il est mort et emporte avec lui tout son mystère. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode coécrit avec Stéphane Genet, historien et prof d'histoire à Tours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, et retrouvez-moi sur mes comptes Insta, Facebook, Twitter, c'est Nota Bene Movies. À la prochaine pour un nouvel épisode peut-être un peu moins sanglant. Salut.